Vous avez découvert dans une causerie précédente le projet Shift, dont l'objectif est de proposer un cursus de licence hybride, flexible, basé sur un socle de ressources mutualisées au niveau national. On a pu constater que ce type de dispositif est particulièrement adapté à la formation tout au long de la vie. Nous vous proposons aujourd'hui d'explorer l'intérêt de ce type de parcours en termes de modèle économique et d'impact écologique. Nous en discutons maintenant avec le professeur Henri Benoît, porteur du projet Shift et président de la FIED, Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Restez avec nous. Et nous sommes donc heureux de retrouver le professeur Henri Benoît pour cette émission des causeries consacrée à la licence flexible Shift, un modèle innovant de formation flexible, hybride, tout au long de la vie. Et donc, bienvenue Henri Benoît, nous sommes heureux de vous retrouver. Et nous allons aborder aujourd'hui une autre facette de ce dispositif, le modèle économique, et puis ses impacts également en termes qualitatifs, logistiques, également écologiques. Bonjour Henri Benoît. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je rappelle que vous êtes président de la FIED, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Ces causeries de la pédagogie sont consacrées en partenariat avec la FIED à l'enseignement à distance et à l'évocation de ces nouveaux dispositifs innovants qui préfigurent certainement les dispositifs que nous trouverons dans le futur en termes de modèles, de nouveaux modèles d'accès à la formation tout au long de la vie pour des publics qui, pour certains, sont empêchés. C'est un terme approprié pour exprimer des publics qui seraient soit des sportifs de haut niveau, des danseurs, des artistes, des personnes qui seraient en incapacité liées à un handicap, par exemple, de se déplacer sur des campus, ou pour la formation tout au long de la vie également, puisqu'aujourd'hui la formation tout au long de la vie est un des axes forts de l'université française. Alors Henri Benoît, peut-on rappeler ce qu'est le projet Shift, ses objectifs et ses acteurs ? Oui, il s'agit d'un projet de formation hybride mutualisé avec 20 établissements et financé par le Fonds de transformation de l'action publique. L'idée, c'est de proposer aux étudiants une formation accessible à tous, modulaire, où les étudiants vont capitaliser des blocs de compétences, un peu à l'image du POLS que vous avez sur la droite. Donc, c'est une formation complètement personnalisée. Ce sont des parcours à la carte dans lesquels les étudiants vont valider un certain nombre de CTS progressivement. Donc, dans ce dispositif, nous n'avons plus de semestre, nous n'avons plus d'années. Il faut que les étudiants valident les 180 CTS. Donc, la licence est complètement flexible. L'étudiant peut valider sa licence en 2 ans, comme il peut la valider en 4 ou 5 ans en fonction de ses contraintes. Donc la flexibilité temporelle, donc vous avez aussi un principe, un modèle, notamment au niveau pédagogique, que vous avez exprimé à travers ce diagramme, ce schéma. Oui, donc là, l'idée, c'est de transformer en numérique uniquement les activités de faible niveau cognitif. Donc, autrement dit, la base de la pyramide de la taxonomie de Bloom, uniquement les cours dans lesquels il n'y a pas d'interaction. Donc là, ces cours, on les transforme en numérique à l'aide, grâce aux conférences de consensus. Donc, il faut qu'il y ait consensus au niveau national pour produire ces ressources. Et l'idée, c'est que progressivement, on va transférer ces cours magistraux en activités pédagogiques de haut niveau cognitif à haute intensité pédagogique. Donc, on va favoriser, en gros, le learning by doing, l'apprentissage par la pratique. Donc, ça va avoir des conséquences sur la transformation des services des enseignants-chercheurs et qui aura un impact sur le modèle économique associé. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la première causerie consacrée à la licence Shift qui explique en détail l'ensemble de ce dispositif. Donc, on le voit donc effectivement, les activités de bas niveau cognitif sont remplacées par des ressources consensuelles produites au niveau national par des comités de consensus, donc des experts qui produisent des ressources qui font consensus au niveau national pour privilégier les pédagogies à haute intensité pédagogique au niveau cognitif. C'est le modèle de votre licence Shift. Alors, outre l'intérêt de la flexibilité, on l'a vu, puisque nous avons revu rapidement le principe de la licence Shift, outre l'intérêt de la flexibilité de ce type de parcours, ces types de formations sont-elles économiquement viables ? Oui, il fallait vérifier si ce type de formation était soutenable pour les établissements.
Donc, on a proposé un modèle économique en comparant les formations classiques présentielles vs les formations hybrides. Donc, il était important de rassurer les établissements en disant attention, ce type de parcours peuvent être soutenables. Donc, il a fallu proposer ce modèle économique, sachant que le coût d'une formation est essentiellement dû à la masse salariale. Donc, on a essayé d'intégrer le coût de cette masse salariale en comparant ces deux types de formations. Donc on a un indicateur clé qui est habituellement le coût, l'indicateur clé HURE. C'est un élément déterminant, ça, au niveau de la pédagogie classique. Absolument. Alors en fait, on s'aperçoit que le coût d'une maquette, on peut le quantifier grâce à cet indicateur HURE. C'est le nombre d'heures divisé par le nombre d'étudiants. Donc, on a en moyenne un HURE en France sur toutes les disciplines qui est proche de 15 heures par étudiant. Et puis, évidemment, ça va varier en fonction des disciplines. En sciences de la vie, dans lesquelles il y a beaucoup plus de TP, le HURE sera plus élevé. On peut atteindre des valeurs de 30, alors que pour des disciplines telles que le droit ou l'économie, le HURE est plus proche de 10. Donc, on est parti sur un HURE moyen de 15. Pour calculer ce HURE, on a pris l'exemple d'une UE de 6 ECTS, dans lequel on a proposé une maquette moyenne. On a dit, on a considéré que ces 6 ECTS étaient associés à 30 heures de CM, 25 heures de TD, 6 heures de TP. On a déterminé des seuils de dédoublement par groupe. Ça nous permet de déterminer le nombre de groupes et donc le nombre d'heures associées. On a pu ainsi déterminer pour une UE de 6 ECTS le coût HURE, le nombre d'heures par étudiant, qui est de l'ordre de 15 heures par étudiant. Si vous avez 1000 étudiants, c'est 1000 fois plus. Donc en moyenne, pour une maquette classique, pour le L1 plus L2 plus L3, le HURE moyen de cette maquette est de l'ordre de 16 heures par étudiant. Donc ça, c'est pour une formation en présentiel. Formation classique donc en présentiel. On a d'ailleurs, on le voit ici, vous avez repris dans votre modèle Shift, on voit la suppression des cours magistraux habituels. Voilà, donc il va y avoir 3 modifications lors d'une formation hybride. La première différence par rapport à la formation présentielle, c'est l'absence de cours magistraux. Donc, il faudra l'intégrer dans le modèle économique. Le deuxième effet, c'est un transfert de ces heures vers du présentiel à haute intensité pédagogique. Donc, développement de tutorat, développement des travaux pratiques. Donc, évidemment, ça aura un impact sur le modèle économique. Et le troisième effet, c'est la diapositive suivante, où l'idée, c'est qu'on donne plus pour un étudiant concerné. C'est-à-dire, actuellement, dans les modèles classiques, on fait un TD, on le propose à tous les étudiants. Donc là, l'idée avec les formations flexibles et personnalisées, c'est donner plus à celui qui en a besoin. Donc l'idée, c'est qu'on cible vers les étudiants qui se situent entre 8 et 11 de moyenne. Et grâce à ça, on va pouvoir augmenter la réussite. Donc on donne plus d'heures pour les étudiants concernés et moins d'heures pour les étudiants non concernés. Ça peut être des étudiants brillants ou au contraire des étudiants qui sont trompés d'orientation. Donc, on a essayé de déterminer ces 3 effets sur le modèle économique. Donc on fait du transfert d'heures en fait, en réalité, en fonction du niveau d'investissement finalement. Complètement. Et on a essayé de regarder, en utilisant l'indicateur HURE, est-ce que oui ou non, ces formations sont soutenables. Donc c'est la diapositive suivante, où on a calculé en modifiant les maquettes, donc c'est le tableau du bas. Là, vous pouvez voir qu'il y a 0 CM. Les TD diminuent, c'est-à-dire les TD, ce sont les heures qu'on distribue à tout le monde. Et par contre, on augmente le tutorat et on va augmenter sur ces 3 ans les TP. Autre modification, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est le taux d'assiduité, dans la mesure où on propose ces heures-là uniquement à des étudiants concernés. Le taux d'assiduité, évidemment, est plus faible.
Là, on l'a ciblé à 37% pour du tutorat mutualisé et 15% du tutorat individuel, si tutorat individuel il y a. Donc ça sera important pour la détermination du H sur E, de l'indicateur. Donc vous pouvez voir, juste pour la première année de formation, le H sur E classique était de 14,8. Le H sur E en pédagogie inversée, en hybride, est de l'ordre de 13,8. Donc on a gagné 1 point sur la première année. Si on fait la même chose sur les 3 ans, c'est la diapositive suivante, on a calculé le delta de H sur E. Donc H sur E classique sur les 3 années, parce que les deuxième et troisième années coûtent plus cher en H sur E, parce que les effectifs sont plus faibles. Le H sur E en pédagogie inversée est de 14 points, ce qui fait que le delta entre les deux formations est de 2 points. Donc 2 points, 2 heures par étudiant, vous avez 1000 étudiants, ça vous fait 2000 heures. Si vous calculez le coût chargé de chaque heure, c'est de l'ordre de 200 €. Donc là, on voit tout de suite l'impact que peut avoir cette pédagogie inversée sur les économies qu'on peut générer. La seule difficulté, c'est que là, j'ai supprimé les CN. C'est-à-dire qu'il faut quand même construire les ressources numériques avec un référentiel qui est propre à chaque établissement. Donc, on a essayé d'intégrer dans ce modèle le coût de la production de ces ressources numériques. Donc, c'est la diapositive suivante. Je suis parti d'un référentiel commun qu'on retrouve dans un certain nombre d'établissements. On dit la conception initiale de la ressource est rémunérée à peu près deux fois les heures CM qu'on réalisait en pédagogie classique. Donc ça, c'est un modèle économique. Et évidemment, si ça concerne beaucoup plus d'étudiants, le H sur E sera beaucoup plus faible. Donc si on part d'une conception initiale de 2, si on considère qu'on amortit cette ressource sur 8 ans, sur 2 plans quadriennaux, le H sur E, il est relativement faible. Là, vous pouvez voir, le H sur E, c'est 0,03 par année. Mais à cela, il faut rajouter l'actualisation de la ressource. Donc là, c'est tous les ans. Et donc, on est parti sur un référentiel qu'on retrouve chez un certain nombre d'établissements. On l'a mis à 0,5, ce qui fait que globalement, le H sur E sur une année, c'est 0,5 pour la production des ressources. Sur les 3 ans, ça fait 1,5. Autrement dit, le gain que j'avais observé lors de la diapositive précédente, qui était de 2 points, il est quasiment consommé par la production de ressources. Autrement dit, c'est soutenable, mais on ne fait pas forcément des économies. Sauf si on considère, comme on a fait dans le cadre de Shift, qu'on mutualise la co-création de ressources et que le projet Shift réalise cet investissement initial qui nous permet de créer ces formations flexibles dans les établissements. Donc là, le coût, dans la mesure où c'est mutualisé à l'échelle nationale et que ça concerne énormément d'étudiants, le H sur E, il est très faible dans le cadre de cette production via les conférences de consensus. Donc la conclusion, c'est que finalement, le H sur E, le nombre d'heures par étudiant, est assez peu modifié et l'établissement ne va pas réaliser forcément des économies en proposant cette licence flexible. En revanche, on a affirmé aux 20 établissements partenaires, c'est que ça ne vous coûtera pas plus cher, mais pas forcément moins cher. Alors, Henri Benoît, vous mettez le doigt là sur un point qui est assez connu d'ailleurs au sens du management des organisations, c'est-à-dire que l'approche par les coûts et uniquement par les coûts ne suffit pas à assurer l'analyse correcte d'un modèle. Et on le voit, les gains pour les établissements sont multifactoriels. Ils peuvent être qualitatifs, ils peuvent être au niveau de la réussite étudiante, on aura l'occasion de l'évoquer par la suite. Ils peuvent aussi jouer sur la motivation à s'engager, donc forcément à faire en sorte d'avoir des étudiants plus investis, plus motivés. On peut avoir des effets aussi sur la logistique, sur les bâtiments, sur les campus, sur la dimension écologique, et on va l'aborder ultérieurement. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est de conclure là vous l'avez conclu d'une certaine façon, on ouvre sur la suite cette flexibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de conclusion intermédiaire avant de poursuivre et donc de donner les arguments qui vont montrer l'intérêt de ces licences flexibles en termes de gains?
Oui, donc la première conclusion, c'est si on veut introduire la flexibilité pour diminuer les coûts économiques des formations, c'est une erreur. On ne fait pas forcément d'économie à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe d'une formation standard, uniforme, à une formation personnalisée, ça a un coût. Il y a un surcoût. Il y a le gain en qualité, c'est le prix à payer pour ces formations flexibles. Mais ça ne veut pas dire que cette formation n'est pas soutenable. Et c'est là où il faudra introduire d'autres indicateurs tels que l'échec. Le coût de l'échec est énorme pour les établissements. Donc il a fallu intégrer d'autres indicateurs pour avoir une vue globalisée du coût d'une formation. Alors justement, poursuivons. On va parler de qualité pédagogique. Vous avez parlé d'intensité, des activités à haute intensité pédagogique. Donc ça, c'est vraiment un des aspects forts du projet Shift. Est-ce qu'on pourrait revenir, et vous l'avez quantifié pour le coup? Oui, alors dans les deux maquettes que je vous ai proposées tout à l'heure, modèle standard vs le modèle hybride, la différence, c'est les heures euh, proposées aux étudiants. Vous regardez sur la figure de gauche, la pédagogie classique, c'était associé à des TD et des TP. Si vous regardez la figure de droite, l'augmentation du nombre de tutorats de TD et TP augmente de 24%, malgré un H sur E un peu plus faible. Donc ça, c'est le premier indicateur. Pour l'étudiant concerné, il y aura plus d'heures proposées à cet étudiant-là, contrairement au modèle précédent. Deuxième point, c'est qu'on a quantifié l'intensité pédagogique, c'est tout simplement les effectifs moyens chaque cours, la taille moyenne des groupes. Et là, on passe pour la première, deuxième et troisième année de 75 à 25 étudiants par groupe. Donc c'est là où on augmente l'intensité pédagogique. Et grâce à ça, l'objectif, c'est d'augmenter la réussite. Si on donne plus à celui qui en a besoin, mécaniquement, on va augmenter la réussite. Et on a essayé de quantifier l'impact sur le modèle économique de cette amélioration de la qualité pédagogique. Alors, vous avez justement pour cela utilisé un indicateur qui exprime l'efficience du système en termes de réussite étudiante. D'abord, on peut peut-être préciser ce que l'on entend par réussite étudiante dans un parcours flexible et aborder ce paramètre clé qui serait le paramètre H sur R. Oui, donc ce fameux paramètre H sur R qu'on a essayé de mettre en évidence en comparant ces deux modèles, H sur R, c'est le nombre d'heures par étudiant qui réussit. Donc ça nous montre, c'est un indicateur sur l'efficience de notre système. Ce qui coûte cher, pour les établissements, ce sont les redoublants, ce sont l'échec. L'échec à l'université coûte très cher aux établissements. Le seul problème, c'est qu'on s'habitue à cet échec. On sait qu'en première année, il y a 50% d'étudiants qui échouent, mais on n'a jamais quantifié le coût de cet échec. Donc là, l'idée, c'est d'estimer ce gain social en diminuant l'échec étudiant et le nombre et le coût du nombre d'années perdues. Donc cet indicateur H sur R est beaucoup plus précis que l'indicateur H sur E. Il nous montre juste le coût d'une maquette sans tenir compte du coût de l'échec. Donc on a essayé de déterminer ce H sur R en fonction des deux maquettes que je vous ai proposées précédemment. Donc on est parti du principe que si on donne plus d'heures aux étudiants qui en ont besoin, on améliore la réussite. Et sur Grenoble, on a récupéré l'information sur le taux de réussite de nos étudiants. C'était amélioré de 10%. Donc on a regardé l'impact d'une amélioration de 10% en L1 et 5% en L2. C'est les résultats qu'on avait pu observer sur les premières formations qu'on avait mises en place sur Grenoble. D'accord. Alors vous avez fait un suivi de cohorte d'ailleurs sur ces sujets-là? Oui, donc pour estimer ça, il a fallu déterminer l'impact de cette amélioration de la réussite sur les effectifs. Parce que vous imaginez bien que si on améliore la réussite en première année, ça veut dire que les effectifs en deuxième année sont plus élevés. Donc il faut aller à tout prix quantifier cet impact. Donc cette amélioration de la réussite a un impact sur les effectifs par promotion, L1, L2, L3, sur le nombre d'étudiants qui réussissent, sur le taux de diplômés, et puis surtout sur la durée moyenne de validation d'une année. Si on fait
si on valide une année en 3 ans, ça coûte plus cher que si on valide une année en 1 an. Et donc, ça permet aussi de quantifier le nombre d'étudiants qui échouent. Donc, on a quantifié. Oui. Pardon, on parlait d'efficience. Excusez-moi, je reviens sur la diapo peut-être précédente, si vous vouliez conclure, parce que pour en revenir à cet indicateur H/R, là, on est vraiment sur un indicateur d'efficience qui est finalement qui n'est jamais pris en compte dans les établissements vraiment. C'est un indicateur un peu nouveau. Et ça, pour nous, c'est fondamental d'intégrer ce coût de l'échec pour les établissements. Si vraiment on améliore sur ce H/R, c'est jackpot pour les établissements. Il y a un gain qui est énorme. Donc, on a quantifié. Là, vous pouvez voir sur la première ligne, c'est le gain du H/E. Je vous ai dit plutôt faible parce qu'il fallait quand même produire des ressources. Et donc, ça absorbe toutes les économies qu'on génère. Par contre, si vous regardez la même maquette, l'indicateur H/R, là, vous voyez un gain qui est très significatif, puisqu'en moyenne, il est de l'ordre de 5. À partir de ça, on a pu calculer le nombre de redoublants, le coût des redoublants. Et le coût des redoublants sur une licence flexible sur les 3 ans, ça représente une économie de l'ordre de 85 000 euros par établissement. Donc, vous multipliez par le nombre d'établissements, le gain est énorme. Et ça, c'est un bon signal qu'on envoie à nos collègues, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas les cours par du numérique, mais grâce à ce numérique, on peut faire mieux le présentiel et donc améliorer la réussite. Et c'est comme ça que les établissements vont pouvoir générer des économies. Alors, donc justement, en termes de bilan, finalement, si on regarde la diapo qui va résumer un petit peu ce qui vient d'être évoqué, donc on passe du H/E au H/R avec évidemment une réduction en perspective, réduction de l'échec, mais qui est quantifiée. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que là, on voit que le H/E, le gain, il est de 2 points, mais on l'absorbe par la création de ressources pédagogiques. En revanche, on peut quand même faire des économies à ce niveau-là si on mutualise la co-création, si on mutualise la création de ressources pédagogiques. Le nombre d'étudiants au niveau national étant tellement élevé, le H/E est très très faible. L'impact sur la création de ressources est très faible. Et l'actualisation, c'est l'épaisseur du modèle économique. Donc ça coûte très, très peu aux établissements si on mutualise. En revanche, si on ne mutualise pas, le gain sera quasiment nul. En revanche, le fait de faire ce choix pédagogique concentré sur la réussite des étudiants, le gain est très significatif. Il est de 5 points. 5 points, c'est énorme pour une formation. Encore une fois, on gagne 5 heures par étudiant. Vous avez 1000 étudiants, ça fait 5000 heures d'économie. Donc, c'est énorme les conséquences sur l'impact économique de ce type de formation. Et pourquoi on améliore ce coût-là? Parce qu'on diminue l'échec. Si on arrive à réduire l'échec, et c'est encore une fois, c'est un bon signal qu'on envoie aux collègues, eh bien on diminue, on fait des économies. Les établissements font des économies. Et là, l'idée, c'est d'utiliser ce retour sur investissement de 5 points, peut-être en réinvestissant une partie vers la réorientation de nos étudiants, pour encore diminuer le coût de l'échec. Il y a une partie de l'échec qui est due à un problème d'orientation. Donc, si on arrive à réutiliser ce retour sur investissement sur la réorientation, l'établissement peut jouer son rôle d'accueillir tous ces publics-là. Voilà, le but, c'est d'accueillir tous les publics et de leur permettre de réussir des études dans l'enseignement supérieur. Je pense que là, c'est une belle démonstration de ce que peut être un enseignement supérieur plus inclusif, effectivement, avec derrière, par la réduction de l'échec, non seulement des économies en termes de coûts, mais surtout la possibilité d'augmenter d'autres dimensions. Je pense à la confiance, à la satisfaction de réussir. Enfin, ça peut donner effectivement des effets indirects considérables pour la société française. D'où le gain social important, le gain social, grâce à ce type de dispositif. Alors Henri Benoît, cette causerie effectivement avance. On a évoqué en début de causerie la question aussi des impacts sur la logistique. Oui, alors effectivement, on a essayé de calculer le coût des fluides. Le fait que d'être en hybride, on fait plus de CM, les besoins en amphi diminuent. Et donc, on a essayé d'estimer ce coût-là, le coût des infrastructures et le coût logistique. Donc, on a essayé d'estimer l'impact d'une diminution du nombre de CM, tout d'abord,
Donc là, c'est la diapositive suivante. Et donc là, on peut voir le coût annuel par mètre carré des différents locaux, des CM, des TP et des TD. Donc en moyenne, au niveau national, c'est de l'ordre de 48 € le mètre carré. Après, on a essayé de faire des calculs, mais on a utilisé des données ministérielles. C'est le nombre d'heures utilisées, donc utiles par an. Et puis enfin, on a essayé de déterminer les mètres carrés par place d'étudiants. C'est-à-dire qu'on sait que dans un amphi, un étudiant va occuper 1 mètre carré. Dans une salle de TD, c'est 1 mètre carré 5. Et en salle de TP, c'est un peu plus, c'est 1,6 mètre carré par étudiant. Et le tutorat, c'est encore pire, plus c'est 2 mètres carrés par étudiant. Donc à partir de ça, et les indicateurs que je vous ai donnés précédemment, on a calculé le coût d'une formation en présentiel vs une formation hybride. Donc là, vous pouvez voir que le coût de la formation, le coût des fluides de ces infrastructures est de l'ordre de 24 000 €. Donc effectivement, s'il y a moins de CM en formation hybride, le coût va diminuer. C'est la diapositive précédente. On peut voir une diminution des coûts. Donc en pédagogie hybride, donc on passe de 25 000 à 17 000 €. Et une formation complètement en EAD, ça va diminuer encore beaucoup plus significativement. Donc là, on peut voir une économie générée lors d'une formation hybride ou en EAD. On peut générer des économies de l'ordre de 10 à 20 000 €, ce qui est relativement faible. Ce n'est pas tellement à ce niveau-là qu'on pourra... votre histogramme, oui, votre histogramme, votre chiffre est très, très explicite. Après, évidemment, il faut prendre l'ensemble de ces effets et les analyser sur un indicateur un peu composite qui permettent de voir l'intérêt effectivement de la mise en place de ce genre de dispositif au sein des établissements. Alors, sachant que là, c'est pour un établissement, s'il y a 20 établissements, c'est 20 fois plus, c'est quand même 400 000 €. Oui, au niveau national, ça n'est pas négligeable. C'est assez significatif. Ça n'est pas négligeable du tout. Vous êtes intéressé dans cette étude aux impacts écologiques et notamment de l'hybridation sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc c'est avec un chargé de mission, Alexis Pont, qui a réalisé cette étude avec toutes les données que je vous ai données précédemment avec les différentes maquettes pour voir quel est l'impact sur ces émissions gaz à effet de serre. Donc, c'est la diapositive suivante où on a intégré évidemment les bâtiments, les fluides, mais sur l'aspect coût carbone, sur les déplacements domicile-études pour les enseignants et pour les étudiants. Donc, ça représente la part la plus importante. Mais aussi le coût du numérique, parce qu'on va utiliser des serveurs de streaming, on va utiliser des data centers, plus en hybride. Donc, on a intégré ces notions-là, plus tous les aspects achat de tous les outils nécessaires. Et là, vous pouvez voir que l'économie générée par la pédagogie inversée et par la pédagogie inversée pour lesquelles les étudiants se déplacent uniquement pour les TP, donc l'économie générée est plus importante, on s'aperçoit qu'on peut générer des économies de l'ordre de 13 à 47% des émissions à gaz à effet de serre. Donc, je n'avais pas de notion pour savoir si c'était important. Il semblerait que la cible pour tous les établissements, c'est d'atteindre 22% d'économie pour 2027. Et là, en une année, on économise entre 13% et 47% de gaz à effet de serre, ce qui représente quand même des sommes importantes de l'ordre de 14 tonnes à 50 tonnes d'équivalent carbone. Donc, c'est un effet très important pour... C'est un effet très très important. C'était plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut adapter, il faut flexibiliser, on va dire, graduellement dans les établissements pour aussi remplir ces objectifs de 22% de réduction des gaz à effet de serre. Alors, Henri Benoît, donc pour résumer, peut-on résumer les éléments de l'étude de façon un peu générale? Oui. Alors, il y a ce qu'on a appelé les économies directes. Les économies directes, on peut l'obtenir grâce à l'indicateur HRE. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, les économies HRE sont plutôt faibles.
Donc j'insiste en disant, oui, le numérique ne remplace pas les profs. Donc ça, c'est un point important pour rassurer les collègues. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va faire des économies, parce que le numérique nous permet de faire mieux le présentiel et plus de présentiel, mais du présentiel personnalisé. Donc ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va faire des économies. Par contre, on peut améliorer ce coût-là en mutualisant, en mutualisant cette création de ressources pour que ça convienne à tout le monde et que ça concerne des milliers d'étudiants. Donc ça, c'est sur l'aspect économie directe, plutôt faible. En revanche, l'économie indirecte est très élevée. Et c'est là où l'indicateur H sur R prend tout son sens. En réduisant l'échec, la personnalisation de la formation nous permet de réduire cet échec-là. Et ça, c'est un signal très positif vis-à-vis de nos collègues. On aura un retour sur investissement uniquement si on améliore la réussite. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est ce que j'indiquais. L'établissement réalise des économies en améliorant la réussite de nos étudiants. Et donc ça, c'est un point très positif et c'est un bon signal qu'on envoie à tous nos collègues. Évidemment, il y a aussi des économies liées aux infrastructures qui sont plutôt faibles, sauf s'il est nécessaire de construire des amphis. Et donc là, les économies générées sont beaucoup plus importantes. Et puis le bilan carbone qui est très favorable à ces formations hybrides, flexibles, voire en EAD. Alors Henri Benoît, nous arrivons donc à la conclusion, à l'issue de ces 30 minutes de causerie consacrées à ce modèle économique des licences et de l'hybridation des formations. Alors, les établissements sont-ils prêts à adopter ce type de parcours flexible ? Oui, alors ce que je disais dans une précédente causerie, c'est qu'il faut avoir cette approche systémique. Il faut qu'il y ait cet alignement politique, pédagogique et administratif, sinon le système ne peut pas fonctionner. Et donc là, il pourrait y avoir des changements importants pour les établissements et pour lesquels il faudrait déterminer le coût. Par exemple, on a parlé des services des enseignants-chercheurs. Là aussi, ça a un impact important sur les services des enseignants-chercheurs. Peut-être de raisonner à 192 heures par enseignant. Donc pour des enseignants-chercheurs, est-ce que ça a encore du sens? Peut-être on pourrait imaginer un plan pluriannuel. Parce qu'on a le droit à plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il faut construire des ressources pédagogiques à distance. Il y a des périodes où on va faire plus de présentiel, ou plus d'administratif, ou plus de recherche. Et donc, je pense qu'il faut intégrer ces notions-là dans notre futur modèle. On en a déjà parlé, les systèmes d'information. Donc là aussi, il pourrait y avoir un coût supplémentaire pour adapter les systèmes d'information. Mais finalement, ce n'est pas spécifique de l'EAD ou des formations hybrides. De toute façon, il faut adapter les systèmes d'information aux nouveaux usages. Et enfin, globalement, il faut mesurer l'impact de tout ce qu'on met en place. Donc la recherche est fondamentale pour vérifier ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit essaimer ce type de pratique ou pas sur les aspects pédagogiques, pas que sur les aspects économiques. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir tous les indicateurs pédagogiques, économiques, pour pouvoir prendre une décision, une bonne décision. Donc c'est un point important pour les établissements. Eh bien, merci beaucoup, Henri Benoît, pour cette conclusion. Henri Benoît, donc porteur du projet de licence Shift au niveau national, président de la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, qui est partenaire pour la coproduction de ces émissions sur l'enseignement à distance. Merci Henri Benoît. À très bientôt. Merci Christophe. Merci, et puis à très bientôt pour de prochaines causeries.